Et bienvenue dans ce nouvel épisode du Fourth Down by Wake. C'est votre serviteur Wake. On va ici preview la week 11 NFL. Déjà la week 11 NFL. Encore une fois, je suis sourd pour des raisons, une fois de plus, de fatigue. Et plus on fait on pousse ça plus rapide parce que les émissions d'1h30 où je suis KO à 22h, 23h, minuit, 1h du mat. Pour l'instant, je peux pas. C'est pas dit que c'est fini. D'ici la fin de saison, vous aurez de nouveau des invités. Mais pour l'instant, je fais solo. Allez, on rentre direct dans le vif du sujet et on commence par le match donc de vendredi, donc de la nuit de jeudi à vendredi, qui oppose les Eagles de Philadelphie côté 1,46 aux Commanders de Washington côté à 2,35. Donc les Eagles, ils restent sur une victoire face au match de division d'ailleurs, NFC Est. Les Eagles restent sur une victoire facile face aux Cowboys. De toute façon, tout le monde gagne plutôt facilement face aux Cowboys. À Dallas en plus. Et quant à eux, les Commanders de Washington restent sur une défaite de justesse dans les dernières minutes face aux Steelers de Pittsburgh. Du coup, dans ce match, je vois plutôt les cotes nous disent que Philadelphie est favori largement, 46 encore une fois, mais Washington, si Brian Robinson Jr. est de retour, Washington a de quoi mettre à mal la défense de Philadelphie. Le souci, c'est que côté corner, ils n'ont pas de quoi résister à A.J. Brown et Devontae Smith. Et là, mon inquiétude. Et en plus, on a le retour de Dallas Goedert, le tight end qui a marqué la semaine dernière, qui a encore une belle cote cette semaine. Donc, on peut penser à une victoire des Eagles de Philadelphie. A.J. Brown côté à 2,30 chez Winner. Alors, je n'ai pas encore vérifié sur les autres bookmakers, mais voilà. A.J. Brown côté à 2,30, Devontae Smith à 3, Dallas Goedert encore côté à 4,50. Tout ça, ce sont de très belles cotes. À mon avis, victoire donc des Eagles, et il faudra faire un choix entre ces trois-là, lequel on verra. On essaiera d'en prendre 2 sur les 3, mais victoire des Eagles parce que les Commanders n'auront pas du mal à stopper le jeu de passe. Le jeu de passe de Philadelphie qui commence à retrouver sa forme de l'année où elle finit au Super Bowl il y a 2 ans. Et donc, attention à cette équipe de Philadelphie qui commence à devenir un petit contender. Alors, il faudra, encore une fois, qu'ils fassent leur preuve face à des équipes un peu plus solides. Là, on arrive déjà face à Washington. Mais Washington, c'est une équipe qui n'est pas connue pour sa défense, mais qui est plus connue pour son attaque explosive, qui est la troisième meilleure attaque de la ligue. Donc, ouais, match à point. Match à point, visiblement. Mais dans ce cas, ce serait quand même une victoire des Eagles de Philadelphie. Ok, prochain match. Les Lions de Détroit, côté à 1-11, donc ça c'est le premier match de dimanche, côté à 1-11, reçoivent les Jaguars de Jacksonville, côté à 4,90. Les Jaguars de Jacksonville menés par Mac Jones. Donc autant dire que les Lions vont gagner. Voilà, 1-11, il y aura peut-être même pas forcément de joueurs à prendre dans ce match-là, je vais sûrement skip. Peut-être prendre des défenseurs marqueurs, mais c'est tout, quoi. On va pas trop s'amuser à regarder ce match-là. Il y a pas grand-chose à en tirer côté paris sportif, en plus. Ouais, non, très honnêtement, je vais pas. Je vais vous dire. Les Lions sont la deuxième meilleure, la première ou deuxième meilleure attaque de la ligue. Et Jaguars, enfin, voilà. Ils ont perdu un match face aux Vikings, match dans lequel les Vikings ont lancé 3 interceptions. Ils ont quand même réussi à perdre. Donc, voilà. Ok, les Dolphins de Miami, côté à 1,21, reçoivent les Raiders de Las Vegas, côté à 3,60. Les Raiders qui restent sur une bye week et les Dolphins qui restent sur une défaite. Sur une défaite ce lundi. Donc, non, sur une victoire plutôt. Qu'est-ce que je raconte? C'est une victoire ce lundi face aux Rams de Los Angeles. Donc, j'aurais tendance à penser que les Dolphins vont gagner ce match aussi. Après, comment, qui, quoi va marquer, ça c'est toujours compliqué chez les Dolphins. C'est pas toujours les running backs. Et ils sont pas super bien cotés. Donc, je risque de skip. Cette semaine, je vais skip pas mal de matchs. Enfin, j'espère.
Parce que, ouais, là, il n'y a aucun intérêt chez les Dolphins. Il y a trop de joueurs qui peuvent marquer, donc c'est pas intéressant. Et chez les Raiders, compliqué. Compliqué chez les Raiders. On peut jouer les stats éventuellement chez les Raiders de Brock Bowers, mais sinon, ouais, compliqué. Ok, prochain match. Les Titans du Tennessee, côté à 2,80, reçoivent les Vikings du Minnesota, côté à 1,34. Donc les Vikings restent sur une piètre performance face aux Jaguars de Jacksonville. À Jacksonville. Cette fois-ci, ils vont à Tennessee. Le niveau sera plus élevé, mais on attend quand même une victoire des Vikings. Et voilà, on espère que Sam Darnold va élever son niveau de jeu, puisque la semaine dernière, c'était pas trop ça. Face à une défense qui est plutôt mauvaise en plus. Hein. Les Jaguars sont la pire défense de la ligue. Donc là, Tennessee, c'est une défense beaucoup plus sérieuse, en tout cas contre la passe. Contre la course, c'est autre chose. Donc à voir si nos amis running back des Vikings ont de belles cotes. Et puis, on peut quand même prendre Justin Jefferson, mais bon, sa cote ne sera pas intéressante. Ça fait 2 semaines qu'il n'a pas marqué, il va finir par marquer Justin Jefferson. Après, honnêtement, s'il est aux alentours d'un 80-90, ça se prend encore en dessous. Flemme. 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 Même un 80-90, c'est pas. Ça se casse pas 3 pattes à un caneton. Mais bon, en absolu, voilà. Peut s'y arrêter, peut prendre quelque chose. D'ailleurs, on peut aussi prendre les défenseurs marqueurs, puisque Will Levis est titulaire et qu'il n'a pas lancé d'interception un week-end dernier, donc il risque d'en lancer une ce week-end. D'ailleurs, je me tâte limite à commencer à prendre parce que je prends beaucoup les défenseurs marqueurs, mais ce qui est compliqué, c'est que je prends des défenseurs marqueurs, souvent d'ailleurs, si vous vérifiez, dans les matchs où je prends les défenseurs marqueurs, les défenseurs en question font des interceptions, ils réalisent des interceptions. Le problème, c'est que il faut marquer derrière, et c'est beaucoup plus compliqué, que c'est pour ça que les cotes sont élevées d'ailleurs. Hein. Mais voilà, c'est compliqué. Or, si je prends un comptoir Argel où je peux justement miser sur le nombre d'interceptions tout court, pas forcément des pick six, là, c'est beaucoup plus intéressant. Là, c'est beaucoup plus intéressant, parce que là, je peux vous dire dans quel match il va y avoir des interceptions, quoi. Littéralement. Littéralement. Donc là, je peux déjà vous dire que chez les Raiders, il va y avoir une interception. Je peux déjà vous dire que chez les Jaguars, il va y avoir une interception. Je peux vous dire que chez les Titans, il va y avoir une interception. Je peux vous dire que chez les Browns de Cleveland, il va y avoir une interception. Chez les Colts d'Indianapolis, il va y avoir une interception. Voilà. Donc il y a tous ces matchs-là où il risque d'y avoir des interceptions. Et là, moi, si j'avais un compteur Argel, je jump dessus direct. Enfin, c'est des codes faciles, à mon avis. C'est tellement prévisible ces quarterbacks qui lancent des interceptions, ça en devient ridicule. Ok, bref. En tout cas, victoire des Vikings, plutôt simple. On arrive sur l'un des matchs les plus compliqués de la semaine. C'est les Saints de la Nouvelle-Orléans qui reçoivent les Browns de Cleveland. Donc les Saints sont à domicile, donc côté 1,76, les Browns à 1,86. C'est un match où les Saints sont visiblement favoris. Ils ont changé de coach. Ils restent sur une victoire surprise, mais que j'avais annoncée. Littéralement. Regardez la vidéo de la semaine dernière où quand je parle des Saints, j'annonce littéralement la victoire des Saints face aux Falcons d'Atlanta. Donc, ici, les Browns de Cleveland, eux, n'ont pas joué le week-end dernier. Ils restent sur une bye week. Ils ont Jameis Winston en tant que quarterback. Ils ont un receveur intéressant, là, Tillman, qu'il faut suivre, qui est prenable en marqueur hein, en fonction de sa cote. Mais bon, elle sera au-dessus de 2, vers 3, espérons. Sa cote va être intéressante à prendre. Ce jeune joueur qui est très, très intéressant, sachant que New Orleans n'a plus aucun cornerback qui est en bonne santé, hein, qui est limite. Donc, et qu'ils ont perdu Marshall Lattimore qu'ils ont envoyé aux Commanders, mais Marshall Lattimore qui est encore blessé visiblement. Donc, ouais, on peut. Non, parce qu'en plus, Jimmy Swinson, le quarterback de Cleveland, a joué à New Orleans l'année dernière, si je ne m'abuse. Donc, il est très bien connu du coaching staff des Saints. Donc, ils vont le mettre en difficulté, à mon avis. Victoire des Saints. Victoire des Saints, à mon avis. Ok. Après, le marqueur chez les Saints, il faut chercher, vous voir la cote d'Alvin Kamara, si elle est au-dessus de dans les 2,20, ça serait sympa. Sinon, compliqué. Il faut voir Taysom Hill. Voilà. Et les tight ends, voilà. Bon, faut voir ces mecs-là. Ok. Ensuite, l'une des affiches de la semaine. Les Steelers de Pittsburgh, côté à 2,30, reçoivent en match de division
Et Ravens de Baltimore, coté à 1,50. Du coup, ici, on a un match, je dirais pas que c'est du 50-50, mais ça va être un beau match de division bien sale. Les Ravens vont marquer des points parce que c'est la première ou deuxième meilleure attaque de la ligue, ça il faut vérifier, mais ils sont dans le top 2 des meilleures attaques de la ligue. Et en face, les Steelers, faut réaliser une bonne saison qui a bien commencé grâce à Justin Fields et qui continue bien avec Russell Wilson. Donc, il reste une belle série de victoires. Les Steelers sont à domicile, c'est une rivalité de division, une rivalité très physique, mais j'ai du mal à aller contre Lamar MVP. D'ailleurs, Lamar, pour moi, qui est clairement, pour l'instant, le MVP de cette ligue, Lamar Jackson. Ouais, non, c'est le meilleur joueur de cette ligue, c'est le meilleur quarterback, c'est le meilleur joueur de cette ligue, tout simplement, cette saison. Il n'y a pas photographie. Venez pas me parler de Patrick Mahomes. Là, pour l'instant, il n'est pas au niveau de Lamar Jackson cette saison. Personne n'est au niveau de Lamar Jackson cette saison. Personne. Pour moi, il est clairement sur une trajectoire MVP pour une troisième fois à 28 ans. Mais bon, on m'a dit que c'était pas un QB. Bullshit. Ensuite, donc victoire des Ravens. Hein. Après les marqueurs, chez les Ravens, moi je commence à abandonner. Ça commence à être compliqué. Non, c'est vrai, tu prends un tight end, voilà, tu attends. Tu attends ce qui se passe. Tu prends pas Derrick Henry parce qu'il est imprenable. Voilà. Tu peux prendre Lamar Jackson, tu vois. Mais bon. Deontay Johnson. Voilà, j'y ai pensé. Deontay Johnson qui retourne chez l'équipe qui l'a drafté. D'ailleurs, Deontay Johnson qui s'est fait défoncer en conférence de presse par Mike Tomlin. Hein, Mike Tomlin, voilà, qui n'a pas mâché ses mots sur le receveur qui est maintenant à Baltimore. Donc, pour le retour de Deontay Johnson à Baltimore, à Pittsburgh, on peut penser à ses stats, voir un TD. Il faut voir à combien il sera coté, si aux alentours de 4, 5. C'est très, très beau. Il faut tester direct. Ok. Prochain match, les Jets de New York. Ah, mon équipe préférée. Je rigole, bien sûr. Côté 1,45, reçoivent les Colts d'Indianapolis, côté à 2,40. Donc, les Jets qui ont perdu beaucoup à très peu, hein, je crois, ils ont perdu 30 et quelques à 6 à Arizona. Alors qu'Arizona a l'une des pires défenses contre la place de la ligue. New York n'a pas réussi à marquer un seul TD du match. New York qui. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur New York? Concrètement, on peut quand même dire que la saison est finie. Là, je pense que c'est clair pour tout le monde. La saison, elle est clairement finie. Aaron Rodgers n'est plus le quarterback qu'il était avant. Donc, il n'a plus le niveau. Ça se voit, il y a aucune alchimie dans cette équipe, que ce soit offensivement et même défensivement, qui était le point fort de cette équipe l'an dernier. Mais comme le problème, c'était Robert Saleh, le head coach, ils l'ont viré et depuis la week 5, et on voit que depuis, ça va mieux en défense. Eh ben non, ça va pas mieux. La défense est pire maintenant que le head coach défensif est parti, puisque c'était vraiment un coach qui a été coordinateur défensif et qui est vraiment un head coach défensif. Voilà, sa spécialité, c'est la défense. Il avait, quand il était là, depuis qu'ils sont arrivés à New York, l'une des toutes meilleures défenses de la ligue. Top 5 easy, les yeux fermés. Depuis qu'il est parti, elle est plus top 5. Elle est limite bottom 5. Voilà. Donc, vu que c'était de la faute du head coach, on voit que, encore une fois, tu arrives à mettre tout l'avenir de ta franchise dans un quarterback de 40 ans qui revient d'une blessure au tendon d'Achille. Je l'ai dit en début de saison. Regardez mes vidéos. J'ai pas menti. Je suis pas là en train d'arriver. Je suis pas un bandwagoner. J'étais là depuis le début. Je vous ai dit, les Jets n'iront nulle part. Non pas parce que je suis fan des Pats, même s'il y a une partie de moi qui l'espère chaque année qu'ils n'aillent nulle part. Mais factuellement, comment veux-tu que les Jets aillent quelque part avec un QB de 40 ans qui sort d'une blessure aussi grave? En plus, il fait venir comme offensive coordinateur offensif, Nathaniel Hackett, qui s'est fait virer de Denver quand il était head coach parce qu'il n'était pas bon. Ils s'en sont débarrassés
à Denver, il arrive à New York, et la seule raison pour laquelle il ne se fait pas virer, c'est parce que le head coach se fait virer avant lui. Le head coach voulait s'en débarrasser. Aaron Rodgers a dit non. Le head coach est parti. Nathaniel Hackett est resté. Alors, il n'appelle plus les jeux, mais il est resté. Donc, il sert à quoi? Un coordinateur offensif qui n'appelle plus les jeux, il sert à quoi? C'est pas le head coach, parce que le head coach, c'est Jeff Ulbrich, qui lui était coordinateur défensif. Donc, il n'appelle pas les jeux offensifs non plus. Donc, qui appelle les jeux? C'est un coach receveur, un coach tight end. C'est ce genre de coach qui appelle les jeux. Et tu as un aussi qui est là. Il est payé à faire quoi? Non, mais encore une fois, c'est les Jets. Magnifique. C'est magnifique. C'est vraiment incroyable, cette franchise. Et du coup, leur avenir est pourri. Enfin, comment ils vont reconstruire cette équipe? Il faut virer le quarterback. Il faut en drafter un. Alors, tu risques d'avoir un haut choix de draft. Mais tu as lâché un 3e tour de draft pour Davante Adams. Alors, vu que Aaron Rodgers va se barrer, on va pas faire de plan sur la comète, mais Davante Adams ne va pas rester. Donc, tu as acheté un 3e tour de draft qui va se transformer en 2e tour de draft pour un receveur, encore une fois, qui est sur la pente descendante. J'adore Davante Adams, c'est le meilleur receveur de la ligue, mais il n'est plus ce qu'il était. Et il fait des mauvais choix. Il est un peu bébête sur les bords, quoi. Il était à Green Bay avec Aaron Rodgers. Ils avaient quelque chose qui fonctionnait très, très bien. Pour des questions d'argent, après, il a le droit. Hein. Moi, je ne vais pas lui en vouloir. Mais pour des questions d'argent, il est allé à Las Vegas. Parce qu'il pensait pouvoir faire quelque chose avec Derek Carr en QB. Il est allé à Las Vegas parce que Derek Carr, c'est son meilleur pote, limite. Donc, c'est pour ça qu'il est allé à Las Vegas. C'est pas pour des raisons sportives, c'est parce que c'est son pote. Et tu vas travailler, tu n'es pas forcément là pour travailler avec tes meilleurs potes. Mais bon, tu as un plus, mais c'est pas une raison pour laquelle tu vas changer d'entreprise. Mais lui, c'est ce qu'il fait. Et ensuite, quand ça ne va pas chez les Raiders parce qu'ils ont viré son meilleur pote, et même chez les Jets, rejoindre son ancien QB, qui n'est pas dans la meilleure situation pour aller chercher un titre. Davante Adams, qui lui n'a toujours pas gagné de titre. Donc, s'il voulait vraiment aller chercher un titre, il serait dans une équipe qui a besoin de receveurs. À l'époque, Baltimore avait besoin de receveurs. À l'époque, Kansas City avait besoin de receveurs. Toutes ces équipes-là sont des équipes qui sont potentiellement dans la course au Super Bowl. Pas New York, jamais de la vie. Même si c'est ce qu'on nous a vendu pendant l'intersaison. Maintenant, on voit qu'on réalise que c'était n'importe quoi. Que New York n'a jamais été un contender pour le titre. Donc bon, après, il fait ce qu'il veut, c'est sans dos, mais bon, c'est complètement bête. Donc tout ça pour dire que cette équipe des Jets me fatigue. Et en plus, ils vont rencontrer les Colts d'Indianapolis avec Joe Fiasco qui a lancé 3 interceptions la semaine dernière, je crois, dans une défaite des Colts face aux Bills. Du coup, très honnêtement, Joe Fiasco va se rattraper. En plus, il a joué aux Jets, c'est un ancien des Jets, même s'il y a joué qu'un an. D'un coup, j'ai bien envie de mettre les Colts vainqueurs. Franchement, les Jets, je m'en fiche. Pour moi, ils ne pourraient pas gagner un match jusqu'à la fin de la saison, que je m'en fiche réellement. Ok, donc victoire des Colts. Après, qui va marquer, on ne sait pas. Là, c'est peut-être un skip aussi. Là, franchement, il y a certains matchs, ils me donnent la flemme. Et celui-là, j'ai vraiment la flemme d'équipe pourrie comme ça. Ouais, flemme. Flemme. Grosse flemme de ces matchs-là. Je vais peut-être regarder Josh Downs. Voilà. Alec Pierce. C'est tout ce que je vais regarder chez les Colts d'Indianapolis. Mais franchement, si je fais ça, je ne vais pas miser de ouf. Mais il y a un gros risque de skip sur ce match. Gros risque. Ensuite, on va parler d'une équipe un peu plus sérieuse. Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Mes Patriots reçoivent, à côté à 2,55, reçoivent les Rams de Los Angeles. Côté à 1,40. Les Rams qui restent sur une défaite un peu surprise face aux Dolphins de Miami. Bon, ils sont largement favoris. L'attaque de mes Patriots, eux, restent sur une victoire face aux Bears de Chicago, 19-3. On a marqué qu'un seul TD par Jalen Polk. Mais sinon, on a plutôt bien maîtrisé le match, notamment grâce à notre défense qui a saqué Caleb Williams 9 fois. 9 sacs en un match. Donc, c'est énorme. Et donc, du coup, je vais. Là, pour le coup, je vais faire le chauvin. Je m'en fiche réellement. Et à chaque fois que je fais le chauvin et que je dis que mes Patriots vont gagner, ils perdent. Et quand je dis que mes Patriots vont perdre, ils gagnent. Donc, je suis limite tenté de dire, allez, je vais le dire pour le principe, même si j'espère l'inverse, victoire des Rams.
hein, victoire des Rams, mais tout en espérant une victoire de mes Patriots. Voilà. Pourquoi on peut gagner? Parce que Drake May commence à devenir le leader. Et même est peut-être déjà devenu le leader qu'on attendait. Il prend les choses en main. Il est en pleine commande de cette équipe. Et donc, je valide. Après, est-ce que la ligne défensive des Rams va pas mettre en difficulté la ligne offensive de mes Patriots? Ça, c'est possible. Mais cette ligne offensive a plutôt bien tenu le week-end dernier face aux Bears de Chicago, qui ont une bonne ligne défensive. Donc, j'ai espoir. Mais en tout cas, victoire des Rams, en espérant une victoire de mes Patriots. Ensuite, les Bears de Chicago, codés à 2,85, reçoivent les Packers de Green Bay dans un match de division de NFC Nord. Bears de Chicago, Packers de Green Bay, cotés à 1,33. Bon, on va se mentir, victoire des Packers. Peut-être dans un match serré, hein, c'est possible, parce que les Bears de Chicago défendent très bien, ça c'est sûr, mais ils attaquent très mal, à tel point qu'ils ont viré leur coordinateur offensif, Shane Waldron, qui était ancien des Seahawks l'an passé, qui s'est retrouvé donc chez les Bears de Chicago pour développer Caleb Williams, chose qu'il n'a pas réussi à faire puisqu'il a été viré après la défaite face à mes Patriots, hein, puisqu'il reste sur plus de 25 ou 26 drives offensifs sans avoir marqué de touchdown. Donc c'est une équipe qui est aux abois, c'est une équipe qui fait de mauvais choix. S'ils n'ont jamais eu de QB dans leur histoire, c'est pas pour rien. Ils ont choisi après qu'ils prennent un quarterback avec le premier choix de draft la saison dernière, pourquoi pas? Je ne vais pas leur jeter la pierre. C'était un choix qui se comprenait, même si moi, j'aurais préféré qu'ils trade down, hein, en gardant Justin Fields et en prenant plusieurs, donc au passage, un autre premier tour de draft et peut-être un deuxième tour de draft aussi. Voilà, j'aurais gardé Justin Fields et construit une meilleure équipe autour de lui. Mais ça, ils n'ont pas voulu faire ça. Ils ont voulu garder leur premier choix de draft et donc drafter Caleb Williams. Avec leur deuxième choix de draft, ils prennent un receveur, Rome Odunze, sachant que dans leur équipe, il y avait déjà DJ Moore et Keenan Allen. Je ne comprenais pas pourquoi tu prenais Rome Odunze avec le deuxième choix de draft, alors que tu as ces deux receveurs-là déjà dans ton effectif. Rome Odunze est un joueur prometteur, il aura sûrement une excellente carrière en NFL, c'est pas contre lui que je dis ça, mais c'est juste que tu as un point faible, clairement dans cette équipe, c'est ta ligne offensive. Et qu'est-ce que tu fais? Tu vas prendre un receveur, alors qu'il y a des linemen offensifs disponibles au 9e choix de draft. Ça, c'est pour moi, j'ai toujours dit, dans ma vidéo de réaction à la draft, vous pouvez aller la checker, elle est présente sur ma page. Vous verrez que je dis que c'est pour moi, je ne valide pas ce choix de draft de Rome Odunze à la 9e place, sachant que tu as besoin d'un tackle offensif. Eh ben, bon, ils ont fait le choix du receveur, hein, c'est ça, tu prends des receveurs en pensant que ta O-line, elle va tenir. Et pour le coup, la O-line, elle a tenu. C'est ça qui est encore plus fou, la O-line a tenu. La O-line tient bien. Même si Caleb Williams se fait saquer 35 fois depuis le début de saison, c'est entièrement de sa faute. Enfin, entièrement de sa faute, c'est relatif, mais en grande partie de sa faute. En grande partie de sa faute. Pourquoi? Parce que Caleb Williams joue en NFL comme il jouait en NCAA. Quand on voit les vidéos de Caleb Williams en NCAA, il tient le ballon pendant 4, 5, 6, 7, 8 secondes, il court à droite, à gauche, et finit par faire un lancer extraordinaire. Vous savez qui ça me rappelle? Pour ceux qui ont voilà, qui sont un peu plus âgés, hein, pas pour les jeunes. Voilà, les jeunes, vous n'allez pas vous souvenir de qui je veux vous parler. Mais ceux qui suivent la NFL depuis assez longtemps, eh ben moi, ils me rappellent plus Johnny Manziel que Patrick Mahomes. Pour moi, Caleb Williams, c'est Johnny Manziel. Johnny Manziel qui était le meilleur joueur NCAA en 2011-2012, hein, quand il était à Texas A&M. Sauf que sa façon de jouer, c'est laquelle? Ben, je tiens le ballon pendant 4, 5, 6 secondes, je cours à droite, à gauche, je vais chercher du gros gain avec mes pieds, ou sinon je fais des lancers de 80 yards dans les airs pour Mike Evans à l'époque, en plus. Ça aide. Mais voilà, c'était une façon de jouer qui n'était pas du tout transposable à la NFL. Et donc, Johnny Manziel, il a duré 2-3 ans à la NFL. Ensuite, il a crash out et on ne l'a plus jamais revu. Je ne dis pas que c'est ce qui va arriver avec Caleb Williams. C'est pas ce que je lui souhaite, parce que ça a l'air de quelqu'un de plus équilibré que Johnny Manziel à l'époque. Mais dans sa façon de jouer, il me rappelle Johnny Manziel. C'est-à-dire qu'il tient le ballon et il court à droite à gauche. Il ne fait pas ses lectures.
ne lit pas le jeu, il ne sait pas lire une défense. Et du coup, à force de tenir le ballon, eh ben, tu te finis par te manger des sacs. C'est ce qui se passe. Et donc, s'il est saqué autant de fois, c'est en très grande partie parce qu'il ne sait pas lire la défense en face de lui et que du coup, et qu'il court dans les sacs. Parfois, il court vers certains sacs. Il a une très bonne poche et puis il va chercher le sac. C'est littéralement lui qui va le chercher. Voilà. Donc, il n'est pas capable de faire des lancers de routine, des hitch, des quick out, des quick in, des curls, des slants. Tous ces lancers-là ne sont pas complétés. Ces petites passes pour des petits gains ne sont pas complétés. Donc, les lancers de routine ne sont pas complétés. Tout comme tout comme les lancers down the field, donc de plus de 20 yards. Ils ne sont pas complétés non plus. Ni les intermédiaires. Donc, en fait, il n'y a rien qui est complété. C'est une ACAP qui n'avance pas. Et donc, du coup, qui ne marque pas de points. Voilà. Et on en est là. On vire son head coach, son coordinateur offensif. Ce qui veut dire que là, à la mi-saison de sa saison rookie, il va déjà changer de coordinateur offensif. Et, on ne va pas se mentir, à la fin de saison, il va changer de head coach. Ce qui veut dire qu'il va encore changer de coordinateur offensif à la fin de saison. Donc, il aura fait 3 coordinateurs offensifs en un an. Est-ce que c'est la meilleure situation pour un jeune quarterback? Non. Mais c'est exactement ce que les Bears ont fait à Justin Fields avant. C'est exactement ce que les Bears ont fait à Mitch Trubisky avant. Alors, Mitch Trubisky, c'est un peu de sa faute aussi, puisque c'est un peu de leur faute d'avoir choisi Mitch Trubisky en 3e, alors qu'il y avait Patrick Mahomes, Deshaun Watson, tout ça dans cette draft. Ils ont pris Mitch Trubisky qui avait 13 matchs de carrière à NCAA, et ça n'a pas marché, comme ça ne va sûrement pas marcher avec Anthony Richardson chez les Colts, qui a fait 13 matchs en carrière à NCAA avant d'être drafté. Mais c'est pareil. Donc des Bears ne savent pas drafter, et quand ils draftent bien, ils ne font pas ce qu'il faut pour entourer le quarterback qui a été drafté. Je pense notamment à Justin Fields. Donc c'est dommage, parce que c'est une équipe qui défensivement est prête à gagner, mais et offensivement aussi. C'est un problème pour le coup de quarterback, et je pense que le meilleur quarterback de cette draft 2024 n'était pas Caleb Williams. Voilà. Je veux bien comprendre quand NCAA, tout le monde était ultra content et ultra fan de ce qu'il était capable de produire, parce que c'est vrai qu'il avait des highlights de fou. Alors, je vous invite à regarder ses highlights à USC et à Oklahoma. Ouais, mais encore une fois, quand on regarde ces highlights, c'est pas 1, 2, 3, boum, je lâche le ballon vers mon receveur qui est ouvert après avoir lu la défense. Non, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je vais à droite, à gauche, en haut, en bas, derrière, devant, en haut, en bas, à droite, à gauche. Ensuite, je lance une passe de 70 yards parce qu'au bout d'un moment, les receveurs finissent par être ouverts, en NCAA surtout parce que tu as sûrement des meilleurs receveurs que les DB adverses, souvent quand tu joues dans des grosses équipes comme USC. Et surtout quand tu jouais à l'époque dans le Pac-12, où il n'y avait pas de défense, du coup, tu fais des highlights incroyables et tu fais des stats. Mais je vous jure que si on avait mis Caleb Williams en SEC avec les Alabama, avec les Ole Miss, avec les LSU, avec les Auburn, avec toutes ces équipes qui composent la SEC, avec Mississippi State, je crois aussi, voilà, avec toutes ces équipes, mais la chanson n'aurait pas été la même. La chanson n'aurait pas été la même. Donc, après, vous en faites ce que vous voulez, vous pensez ce que vous voulez. Personnellement, Caleb Williams ne m'a jamais convaincu. J'ai jamais kiffé la hype autour de lui. J'ai toujours trouvé que son jeu ne se transposait pas parfaitement avec la NFL, et ça se prouve maintenant. Parce que c'était en NCAA, en universitaire, c'était un meilleur athlète que la quasi-totalité des receveurs, des défenseurs contre qui il a joué. Là, en NFL, il est meilleur athlète que personne. Les lignes défensives ont des mecs qui sont tout aussi rapides que lui, mais en étant plus grands et plus gros. Donc, non, il va falloir qu'il s'adapte. Et à mon avis, il ne va pas s'adapter parce qu'il a toujours joué comme il joue, et tu ne changes pas un homme. À mon avis, c'est qui il est. Donc, à moins qu'il y ait un changement drastique, ce que je ne crois pas, l'expérience Caleb Williams risque d'être très compliquée en NFL. Mais bon, vous me direz votre avis en commentaire si j'exagère ou pas. En tout cas, à mon avis, défaite des Bears, en plus la cote est bien montée à 1,90 et la celle de Green Bay vient de descendre à 31. Donc, victoire des Packers. Et bonne chance à Chicago parce qu'il y a clairement, il y a le feu. Il y a le feu. Et c'est une équipe qui n'est pas prête de gagner tant que ça ne change pas. Il va y avoir du changement, mais est-ce que le changement sera bon? Je ne sais pas. Parce qu'il faut pouvoir changer Caleb Williams, et ça, c'est un chantier de longue haleine.
OK, prochain match. Les 49ers de San Francisco, côté 1,30 reçoivent les Seattle Seahawks côté à 2,95. Donc les Seahawks qui sont sur une saison décevante, on va pas se mentir. On attendait mieux. On attendait mieux de Seattle. Après un bon départ, eh ben, ils ont tout simplement calé. Et là, ils ont du mal à repartir. De leur côté, les 49ers ont retrouvé Christian McCaffrey la semaine dernière face à Tampa Bay dans un match compliqué où Jake Moody a raté 3 field goals. Donc, il leur coûte facile 9 points. Ils auraient dû gagner beaucoup plus facilement. Ils ont galéré, mais ils ont fini par gagner. Là, à mon avis, le match-up, je vous l'ai déjà dit la dernière fois qu'on a parlé de ce match-up au match aller, que Seattle reste sur une très longue série de défaites. Ça fait 5 ans qu'ils n'ont pas battu les 49ers. Mais ça n'arrivera pas ce dimanche. Victoire des 49ers de San Francisco plutôt facilement. Encore une fois, face à Seahawks, c'est toujours les mêmes qui marquent. C'est George Kittle. On peut penser aussi à notre ami Deebo Samuel qui n'a pas marqué le week-end dernier, qui aime bien marquer contre les Seahawks aussi. Ensuite, les Broncos de Denver, côté 1,66, reçoivent les Falcons d'Atlanta, côté à 2. On aime beaucoup les Broncos chez les bookmakers, à mon avis. Même s'il était à 2 doigts de battre les Chiefs le week-end dernier, là, faut pas déconner. La victoire des Falcons, qui reste sur un mauvais match face aux Saints, mais ça, c'est un match de division, donc ça peut arriver. La victoire des Falcons, à mon avis, toute vraisemblance, victoire des Falcons. Après, c'est vrai que la défense de Denver est très, très compliquée à manœuvrer. Mais je pense que l'attaque de Denver aura du mal face à la défense des Falcons. Hein. C'est surtout que Bonix est un quarterback qui a encore besoin de développement, même s'il est bien plus avancé que Caleb Williams, à titre de comparaison. Mais ouais, non. À mon avis, victoire des Falcons. D'ailleurs, ça me permet de dire aussi que, tiens, pour moi, les deux meilleurs quarterbacks de cette draft sont Jaden Daniels et Drake May. Tiens, je voulais vous donner des stats en plus, parce que je parlais de Caleb Williams, mais j'ai oublié de dire des choses. Il y a encore des choses à dire. Je m'étais noté des choses. Et alors, Caleb Williams, tiens, c'est 27 sacs à chaque fois qu'il drop back, donc à chaque fois qu'il se met en position pour faire une passe. C'est 27 sacs alors qu'il a 4 secondes, quand il a 4 secondes ou plus pour lancer le ballon. C'est exactement ce que je disais. Il a 27 sacs alors qu'il a 4, quand il a 4 secondes ou plus pour lancer le ballon. Normalement, quand tu as 4 secondes pour lancer le ballon, 4 secondes ou plus pour lancer le ballon, c'est une complétion. La passe, elle est complétée. Eh bien, pas pour Caleb Williams. En général, c'est qu'il est saqué. Donc, ça veut dire que O-line lui laisse plus de 4 secondes. Il est énorme en NFL. Plus de 4 secondes. Et ça ne lui suffit pas pour compléter les passes. Donc ça, c'est pour vous dire, encore une fois, le niveau de Caleb Williams, pour l'instant, il ne comprend pas ce qui se passe sur le terrain. Parce que quand tu passes plus de 4 secondes et que tu te fais saquer parce que tu n'as pas trouvé de joueur libre, c'est que tu ne sais pas ce que tu vois devant toi. Et même, il y a un reporter qui annonce chez ESPN que les vétérans de l'équipe des Bears de Chicago aurait demandé à ce qu'il soit benché en faveur de Tyson Bagent, le quarterback remplaçant, qui est un bon backup QB de cette ligue. Hein. Pas un starter de fou, mais un bon backup, l'un des tout bons backups de cette ligue. Et donc voilà, c'est une des news qui flotte un petit peu dans la sphère NFL, en tout cas, parce que, encore une fois, Caleb Williams n'est pas au niveau. Je vous rappelle encore une fois qu'il a annoncé le soir de la draft, et il a envoyé un texto au punter de Chicago en lui disant hey, gros, cette année, tu ne vas pas avoir beaucoup de boulot. Eh bien, c'est faux. Le punter de Chicago a punté pour plus de yards que Caleb Williams n'a réalisé à la passe. Voilà, let that sink in, comme disent les Américains. Enfin bref, allez, c'est fini avec Chicago. De toute façon, c'est une équipe qui ne vaut rien. Ensuite, donc les Bills de Buffalo, côté 1,66, reçoivent les Chiefs de Kansas City, côté à 2. Pour la première fois de la saison, je crois que les Chiefs ne sont pas favoris pour un match. Ils ont passé à 2 doigts de leur première défaite le week-end dernier face aux Broncos de Denver, mais ça, c'est encore une fois un match de division. Là, on a un duel Mahomes-Allen, Josh Allen. Vous savez quoi? J'ai envie de donner Josh Allen vainqueur. Parce que comme ça, moi, ça me permet encore pas des Patriots de dire voilà, les Bills vont battre les Chiefs dans cette saison régulière.
Et puis, s'ils se rencontrent en playoff, c'est sûr qu'ils vont perdre. Je vous dis, hein, les Bills ils vont peut-être gagner un match en playoff cette saison et puis c'est out. Hein. Ils ne vont pas aller en finale de conférence. Oubliez ça, sortez ça de votre tête. Mais ils pourraient gagner ce match. Ça leur permettrait de flex un petit peu jusqu'au playoff avant de se cracher parfaitement. Donc, j'ai envie d'une victoire des Bills. J'ai limite envie d'une victoire des Bills. Qui va marquer dans ce match, c'est compliqué. On a une très très bonne défense du côté de Kansas City. Donc, ouais, Josh Allen va peut-être prendre les choses en main. Donc, il va peut-être marquer lui-même côté Bills. Donc, ouais. Mais sinon, le match-up est très favorable à Kansas City. En vrai. Parce que c'est une équipe qui court très bien. Et les Bills ont du mal à stopper les jeux de course. Donc, et c'est une équipe qui défend très bien la passe. Donc, ouais, pour l'instant, le match-up, si on veut être honnête, je pense que Kansas City a de très bonnes chances de gagner. Mais j'ai envie que les Bills gagnent. Donc, victoire des Bills pour leur permettre, encore une fois, d'être en confiance et d'être un peu trop confiant avant les playoffs et de se cracher parfaitement une fois les playoffs arrivés. Ce serait magnifique. OK. Match de dimanche à lundi, à 2h du matin. Les Chargers de Los Angeles, côté 1,70, reçoivent les Bengals de Cincinnati, côté 1,92. Les Chargers, qui sont une équipe playoffable, hein, qui, à mon avis, va finir en playoff cette saison. Face à Cincinnati qui se bat pour aller en playoff, encore une fois. Mais qui, à mon avis, n'y arrivera pas. Donc, la cote à 1,70, elle est très belle. J'ai envie de dire, moi je suis un fanboy de toute façon, je suis un peu un fanboy des Chargers, je ne vais pas vous mentir, surtout parce qu'il y a Justin Herbert. Donc, victoire des Chargers. Ici, on peut penser à des cotes marqueurs. Parce que ça fait longtemps que je n'ai pas donné de cotes marqueurs, hein. Quoi que j'ai donné pour les 49ers. Pour mes Patriots, c'est toujours les mêmes, Hunter Henry, Ramondre Stevenson. Ça fait un bail. Là, j'irai sur Ladd McConkey et Quentin Johnston. Parce que de toute façon, les running backs côté Los Angeles, en général, ont des cotes pas prenables. Donc, ouais, non, Ladd McConkey et Quentin Johnston, qui a marqué d'ailleurs le week-end dernier, qui fait une très très bonne saison. Le jeune receveur qui vient de TCU, qui est un ancien premier tour de draft, qui a eu du mal lors de ses 2 premières saisons, pas mal de drops. Alors, on commençait à penser que c'était un bust, et puis là, il réagit. Il fait une excellente saison cette année, donc tant mieux pour lui. Tant mieux pour lui. Donc, victoire des Chargers, à mon avis. Et pour terminer, donc ce match de lundi à mardi, à 2h15 du matin, les Cowboys de Dallas, côté à 3,55, reçoivent les Texans de Houston à 1,21 dans un derby du Texas. Hein. Et dans ce derby du Texas, il y a une équipe qui est bien meilleure que l'autre, c'est les Texans. Donc, emballer c'est pesé, Texans vainqueur, qui va marquer? Joe Mixon, oui. Les Cowboys sont incapables de stopper la course. Donc, Joe Mixon va marquer, ça c'est une certitude. Ensuite, alors sa cote sera à 1,80. Alors, j'espère que sa cote est à 1,80. S'il est en dessous d'un 80, j'oublie, je ne vais pas toucher, tant pis pour lui. Je vais prendre l'over yard. Sinon, on va chercher les receveurs. Peut-être que Nico Collins va faire son retour d'ici là. S'il fait son retour, Nico Collins, marqueur, Tank Dell, marqueur. John Mechie, Tank Dell, Dalton Schultz. Parce qu'il y a un choix à faire. Mais il y aura des marqueurs côté Texan, à mon avis. Côté Cowboys, côté Texan, on va prendre des défenseurs marqueurs. Tiens, match à interception. Voilà, match à interception. Match à interception, clairement. D'ailleurs, Bears, je ne l'ai pas dit, je vais encore remettre une couche sur les Bears. Les Bears, Packers, match à interception. Hein, du côté Packers, ils vont intercepter le ballon. Donc là, je vais vraiment, je pense, me créer un compte sur un des sites hors argel qui acceptent les Français et je vais mettre de l'argent sur les interceptions. Voilà. Je pense que on va s'arrêter là. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas donc à vous abonner, mettre la cloche, laisser des commentaires, partager, mettre un pouce bleu. Ça aide au référencement de la chaîne. Encore une fois, merci pour tous ceux qui soutiennent et qui regardent mes émissions religieusement ou qui les écoutent religieusement. Dites-moi encore une fois, pour vous, tiens, qui est le meilleur quarterback rookie cette saison? Est-ce que c'est Jaden Daniels? Est-ce que c'est Drake May? Et dites-moi aussi en commentaire si vous pensez que Caleb Williams est un bust. Voilà. En attendant, prenez soin de vous. Et sur ce, peace!